Alors, vous parlez de mon enfance. Alors, j'ai en fait une double enfance, une enfance à la fois française et kabyle. Je suis né en France en 1950 parce que ma famille appartenait à une vieille immigration kabyle. Vous savez que les Kabyles sont les premiers à avoir émigré vers la France à partir de l'Algérie. Donc mon père est arrivé en 1937 en France et ma mère, il l'a épousé en 46, l'a suivi tout de suite. C'était sans doute une des premières femmes kabyles installées en France. Du coup, plusieurs des enfants de la famille sont nés en France, dont moi. Et il s'est trouvé, par le hasard de la chronologie, que 3 ou 4 mois après ma naissance, ma mère est rentrée en Kabylie parce que son père venait de mourir et donc il est resté au village en Kabylie avec sa mère. Bon, il y en a plusieurs. Je dirais la plus anciennement rencontrée, c'est Mouloud Mamri, l'écrivain kabyle. Ça a été ensuite Gabriel Camps, professeur de préhistoire et directeur à l'époque du Bardo à Alger, puisque le Bardo jusqu'en 69 était un organisme franco-algérien et que j'ai retrouvé ensuite à Aix. C'est pour ça que je suis venu à Aix d'ailleurs, après. Donc Gabriel Camps, fondateur de l'encyclopédie berbère, et puis de grands linguistes comme Georges Mounin à Aix-Marseille, comme Lionel Galland, bien entendu, Mamri en m'aidant dans mes tout débuts, en m'orientant vers des lectures, vers des problématiques, en m'aidant à aller au Maroc, en m'aidant à aller dans la Hagar, par exemple. Camps, un peu plus tard, en me mettant le pied à l'étrier dans l'encyclopédie berbère comme conseiller linguistique, Georges Mounin en me poussant à faire de la linguistique générale approfondie. Vous voyez, c'est plusieurs personnes. Bon, je n'oserais pas dire que l'une a été plus marquante que l'autre. J'ai fait mon premier voyage au Maroc en juillet-août 67. Moyen Atlas, tout le Moyen Atlas, j'ai passé peut-être 2 mois à peu près, et en particulier j'étais basé à Azrou. Et c'est là où j'ai rencontré, je vous ai envoyé une photo, ce feu, l'Arbi Mzine. On avait passé plusieurs jours ensemble à discuter, etc. Ça, c'était donc en classe de première pour essayer de voir comment le kabyle et le tamazight se ressemblaient, divergeaient, etc. Et l'année suivante, l'été de ma classe de terminale, je suis allé dans le monde Touareg où j'ai passé 2 mois sous la tente. Je vous ai envoyé 1 ou 2 photos aussi, je crois, dans le désert. Là aussi pour essayer de voir qu'est-ce qui rapprochait le Touareg du Kabyle. Voilà. Et bon, c'était encore très sommaire comme expérience, mais disons, vous voyez, très tôt, dès la fin du lycée, j'étais déjà décidé à être berbérisant. Voilà. En tout cas, linguiste et berbérisant. Écoutez, pour ce qui est du pays, bon, c'est un beau pays que j'ai eu l'occasion de connaître souvent. Je suis allé très souvent dans les universités marocaines, Fès, Oujda, Marrakech, etc. Bon, Rabat, donc je connais un peu le pays quand même. Bon, puis je vous dis, mon premier voyage date de 67 au Maroc. Avec mon sac à dos et en faisant. Donc c'est un beau pays, très divers, et surtout ce que j'ai apprécié, bon, la qualité de l'accueil et la chaleur de l'accueil humain,
hein, qui n'a jamais démenti. Les gens sont extrêmement accueillants au Maroc. Et puis surtout, je vous dis, le fait que le Maroc, c'est, je reste dans le cadre strictement académique, je n'en sortirai point, a su former une élite berbérisante. Voilà, une élite académique berbérisante de très bon niveau, à laquelle j'ai la modestie d'avoir un petit peu participé par les doctorants que j'ai pu former en France. Voilà. Et c'est ce réseau de scientifiques très anciens. Vous savez, ma première doctorante est une Marocaine du Moyen Atlas, d'Azaro, et mon dernier doctorant qui a soutenu sa thèse il y a 2 mois, le 22 novembre, est un Rifin. Je dirais la continuité de ce rapport scientifique avec beaucoup de gens de grande qualité, une vraie élite académique, voilà. Il faut d'abord préciser qu'à la maison, on parlait kabyle. Mes parents avaient, on était en milieu complètement français, tous nos copains d'âge dans le primaire comme dans le secondaire étaient français, mais à la maison, pratiquement, on nous interdisait de parler français. Hein. Je me souviens qu'on nous faisait la guerre quand on écoutait la radio française. On nous disait « tu n'as le droit d'écouter que la radio kabyle ». Bon, voilà. Il y avait des émissions en langue kabyle sur la RTF à l'époque. Donc, on nous obligeait à parler kabyle à la maison et ma grand-mère, qui était stricte monolingue, venait souvent de Kabylie faire des séjours assez longs chez nous à Nevers. Du coup, le berbère était très présent, quoi. On parlait, on connaissait, voilà. En 62, l'indépendance de l'Algérie, mon père est tombé malade gravement à l'époque, une maladie neurologique, sclérose en plaques, et ma mère s'est retrouvée donc en France avec ses 6 enfants, et elle a eu, je dirais, beaucoup d'hésitation à rester en France, et septembre 63, elle a décidé de rentrer en Algérie avec tous ses enfants. Mon père ne pouvait plus travailler, était invalide. Il est mort d'ailleurs 1 an après. Elle avait, disons, des inquiétudes sur la possibilité de subvenir à une famille de 6 enfants en France, dans un contexte qui changeait beaucoup après l'indépendance de l'Algérie. Alors qu'en Algérie, évidemment, avec son niveau d'instruction, elle avait un niveau, elle avait le certificat d'études. En fait, son père, mon grand-père, donc, était quelqu'un d'assez extraordinaire. C'était un instituteur kabyle formé à l'école normale française d'Alger, bien sûr, et qui a scolarisé ses 2 filles dans les années 30. Vous voyez, ce qui était rarissime à l'époque. Donc, avec son niveau de scolarité, dans l'Algérie indépendante, en 63, elle a pu avoir un travail tout de suite de fonctionnaire au ministère du Travail, d'ailleurs, et des Affaires sociales. Et du coup, quand on est arrivé en Algérie, ça a été un peu un choc, parce qu'on s'est aperçu que ce qu'on parlait, ce n'était pas la langue des autres. Donc c'est en fait ce choc linguistique, cette découverte qui a fait que je me suis intéressé et que très tôt j'ai posé des questions à mes professeurs de français qui me disaient mais il y a des grammaires, il faut aller regarder à la bibliothèque municipale. J'ai pris contact très tôt, je crois en classe de 3e, avec un groupe de camarades kabyles, avec Mouloud Mamri, l'écrivain kabyle francophone, mais qui était spécialiste de berbère, et qui était très gentil et très accueillant, et qui m'a prêté des bouquins et qui m'a donné des indications, mais il faut lire ceci, il faut lire Basset, il faut voir, regarde la grammaire de Boulifa, regarde ceci.
Du coup, petit à petit, je dirais, j'ai pris un très grand intérêt pour les langues en général. J'étais très bon en langue, hein. J'avais fait de l'anglais, de l'allemand, etc. Bon, on faisait de l'arabe aussi, bien sûr. Et cet intérêt, je dirais, un intérêt général pour les langues et tout particulièrement pour comprendre qu'est-ce que c'était que ce que je parlais. C'est une détermination qui date de l'adolescence et que j'ai construit petit à petit. Bon, au début, par des découvertes un peu d'amateurs, et puis petit à petit, quand je suis arrivé à l'université, j'ai fait en parallèle une licence d'allemand, une licence de linguistique, et puis les études de berbère à l'INALCO. Voilà un petit peu ce qui a fait de moi un berbérisant de façon assez précoce finalement. L'essentiel pour moi, c'est que ma documentation, ma bibliothèque, mes archives soient en pays berbérophone. Voilà. Pourquoi? Parce que en France, où j'ai exercé, où j'ai fait l'essentiel de ma carrière, ça n'avait pas de sens de donner ma bibliothèque ni à Aix, ni à Paris, parce que ils avaient déjà peut-être pas tout, mais 95%. Donc, il m'a semblé que c'était beaucoup plus utile de déposer ce fonds dans un pays maghrébin où il y a des utilisateurs, des berbérisants, et le Maroc, évidemment, est le pays où il y a sans doute le plus grand nombre de berbérisants et surtout les plus solidement formés, me semble-t-il. Hein. Vous savez, dans ma carrière, j'ai formé, je ne sais pas, une quarantaine de docteurs. La moitié d'entre eux sont des Marocains. Hein. L'autre moitié des Algériens. Bon, puis je rajouterai un petit tiers de divers. Vous voyez, je dépasse les 100%. Donc, pour moi, il était normal que ça aille dans un pays, un de nos pays. Bon. Et comme je connaissais la BNRM, j'avais eu l'occasion de la visiter il y a vers 2015. J'ai vu la qualité à la fois des locaux et du travail qui avait été fait de mise en place. Du coup, ça m'a semblé être la solution la plus adaptée et la plus sûre. Et honnêtement, sur ce plan, je n'ai qu'à m'en féliciter parce que le transfert a été fait très rapidement. Il était difficile, vous voyez, même en France, c'est des choses qui n'auraient pas pu être réalisées aussi rapidement. L'administration française est quand même un peu plus lourde. Voilà. Et bon, évidemment, en filigrane, vous pouvez vous demander pourquoi je n'ai pas choisi l'Algérie. Bon, parce que j'avais de très très bons étudiants devenus mes collègues au Maroc, comme certains sont à l'IRCAM, d'autres dans les universités. J'ai beaucoup collaboré scientifiquement avec des berbérisants marocains. Je pense à Meftaha Amar, à Abdallah Boumalk, avec Abdallah Si, Abdallah Bounfour, bien sûr. On a fait nos carrières ensemble en France. Donc j'avais c'est Abdallah El Montassir aussi, d'Agadir. Bon, j'ai beaucoup travaillé scientifiquement avec des berbérisants marocains dont beaucoup ont collaboré à l'encyclopédie berbère que je dirige depuis le décès de Gabriel Kans depuis 2002, donc depuis maintenant presque 25 ans. Donc, mes échanges scientifiques étaient quand même très orientés vers le Maroc. J'en ai aussi vers l'Algérie, mais ils sont plus difficiles, plus rares, plus aléatoires, plus incertains. Voilà. Et l'institution de la BNRM m'a paru quelque chose de solide qui pouvait vraiment mettre à disposition dans de bonnes conditions ce fonds documentaire.